Bonjour à tous. Alors, pour commencer la matinée, une définition et 3 caractéristiques essentielles de la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est une notion qui est apparue au milieu des années 80 dans des cercles d'initiés aux États-Unis et puis qui s'est popularisée à la suite du sommet de la Terre de Rio en 1992. Et il en existe beaucoup de définitions, mais une des définitions qui est couramment utilisée reste celle issue de cette conférence internationale et inscrite dans la Convention sur la diversité biologique. Et donc elle désigne la biodiversité comme la variabilité de la vie sous toutes ses formes, au sein des différents niveaux d'intégration du vivant, soit aux échelles intraspécifiques, interspécifiques et écosystémiques. Donc au-delà de cette définition, j'insiste sur 3 idées clés vis-à-vis de la biodiversité. D'abord, son extrême complexité. C'est un système d'interaction très subtil et très organisé au sein des différents niveaux d'intégration du monde vivant, mais également entre ces différents niveaux. Les relations fonctionnelles entre les différentes composantes de ce système font partie intégrante de la biodiversité. Ces systèmes interactifs que je viens d'évoquer sont en perpétuelle évolution et animés par des dynamiques biogéographiques et écologiques. Donc cela participe également de cette complexité. Et enfin, la biodiversité est remarquable par son immensité, longtemps insoupçonnée, encore aujourd'hui largement méconnue, et qu'il faut continuer à suivre, à inventorier, à étudier. Et en cela, les forêts jouent un rôle extrêmement important, puisqu'elles constituent un réservoir exceptionnel de la biodiversité. Une question souvent posée est celle de l'utilité de la biodiversité. À quoi ça sert? Ce à quoi de nombreux travaux scientifiques vont répondre qu'elle joue, entre autres, un rôle fondamental vis-à-vis de l'expression des fonctions écologiques qui se traduisent en services écosystémiques vis-à-vis des sociétés humaines. Donc il existe de nombreux modèles pour définir la notion de service écosystémique et la place de la biodiversité au sein de ces différents modèles est très différente d'un modèle à l'autre. Dans celui-ci, qui est issu du groupe de travail européen MAES sur la cartographie et l'évolution des services écosystémiques, la biodiversité joue justement un rôle central. Et puis donc, de toute façon, tous ces modèles développés autour de la notion de service écosystémique, ils insistent et ils attirent l'attention sur les interdépendances entre les sphères écologiques d'une part et socio-écosystémiques d'autre part. Donc ces interdépendances, elles vont s'exprimer d'une part par des services écosystémiques qui sont de nature très diverse, de la fourniture de bois, un bien marchand par exemple, mais aussi cela inclut également beaucoup d'autres services qui ne font pas l'objet d'échanges marchands mais qui sont tout aussi importants, comme par exemple la protection du littoral par les mangroves, le maintien des sols par les forêts en montagne ou la contribution des forêts au cycle du carbone et de l'eau. Et puis d'autre part, en retour, les sociétés humaines influencent l'état de la biodiversité et indirectement le niveau des services écosystémiques par un certain nombre de facteurs de changement qui, dans certains cas, peuvent s'avérer favorables pour certains pans de la biodiversité et dans d'autres cas défavorables. Donc, parmi ces facteurs de changement liés aux activités humaines, il y en a certains qui pèsent extrêmement fort sur la biodiversité, de par leur emprise géographique, de par leur intensité ou de par leur fréquence. Ils sont ainsi responsables d'une érosion massive de cette biodiversité, et ce dans tous les milieux, terrestres et aquatiques. On parle couramment désormais du risque d'une 6e extinction des espèces. La forêt est elle-même cible des mêmes menaces que la biodiversité en général, et parmi elles, il y a la déforestation, qui remet en cause l'existence même de la forêt, et ses impacts sont évidemment irréversibles. Depuis 25 ans, l'érosion de la biodiversité est devenue une préoccupation majeure, au même titre que le changement climatique. Pour l'enrayer, une convention internationale a été mise en place en 1992, et puis un pas majeur a été franchi avec la création, à l'image du GIEC, de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques en 2012. En parallèle, ont émergé progressivement de nombreux dispositifs de gestion durable des ressources et des milieux, donc tout particulièrement en forêt, avec un certain nombre de labels et de dispositifs de paiement pour services environnementaux qui coexistent. Donc j'en viens à la question qui nous intéresse en particulier ici et qui va être largement développée par nos conférenciers ce matin. En quoi la forêt constitue-t-elle une chance pour la biodiversité?
Alors au niveau intraforestier, on rencontre déjà une biodiversité strictement forestière. C'est-à-dire qu'on ne la trouve qu'en forêt, elle n'existe nulle part ailleurs. En France métropolitaine, c'est environ un quart des espèces que l'on rencontre en forêt qui sont ainsi strictement forestières. La biodiversité en forêt, ce sont aussi des cortèges d'espèces qui sont étroitement associés à la dynamique forestière, c'est-à-dire qu'on va avoir des communautés végétales et animales qui vont se succéder le long de tous les stades du cycle sylvigénétique, et d'où l'importance de chacun de ces stades pour la biodiversité. Et puis, en forêt, on a des espèces qui ont des capacités de dispersion extrêmement faibles. Donc ça a été rappelé par M. Dupoué lors de la conférence de lundi dernier. Donc, pour certaines espèces, c'est de l'ordre de quelques mètres par siècle. Et donc, c'est dire à quel point elles sont sensibles au changement d'occupation du sol. Et puis, d'autre part, on a des espèces qui sont étroitement liées au bois mort, dites saproxyliques, et qui, du coup, sont extrêmement sensibles à l'exploitation forestière qui a tendance à tronquer les derniers stades du cycle sylvigénétique, les stades de vieillissement et de sénescence des arbres. Hop. Au niveau intraforestier, donc, la réponse à cette question, la forêt est-elle une chance pour la biodiversité? Elle est étroitement liée aux pratiques de gestion forestière et à la façon dont on tient compte d'aspects fonctionnels comme la connectivité, la connectivité spatiale et temporelle. Et puis, donc, cette biodiversité forestière, elle est particulièrement difficile à évaluer. Alors, en zone tropicale, la priorité est donnée à la surveillance de la déforestation et de la dégradation des forêts à grande échelle. En métropole, la situation est très différente, avec des forêts qui sont gérées, façonnées par l'homme. Mais quand on s'intéresse à l'état de la biodiversité en forêt, on manque de données de suivi direct pour beaucoup d'espèces. On a donc recours à des indicateurs comme le volume de bois mort ou le volume des très gros arbres. Et on a des difficultés à conclure à partir de ces indicateurs, même si des tendances sont a priori favorables à la biodiversité pour certains d'entre eux, en tout cas récemment. Les données disponibles témoignent plutôt donc d'états contrastés de la biodiversité selon les espèces, selon les zones géographiques, et ça, les conférenciers le développeront juste après. À l'échelle des paysages, la question c'est la forêt joue-t-elle le rôle de refuge des biodiversités agricoles et urbaines? Alors, de par son emprise majeure sur beaucoup de territoires, elle joue déjà le rôle de réservoir. Et puis peut-être est-elle également soumise à des pressions moindres que les autres milieux. En métropole, par exemple, l'évaluation de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire, dans le cadre de la directive Habitat Faune Flore, elle conclut à un niveau a priori meilleur en forêt que par rapport aux autres milieux. Donc cela signifie-t-il que certaines espèces inféodées habituellement à d'autres milieux naturels trouvent refuge en forêt? S'intéresser au rôle de la forêt vis-à-vis de la biodiversité, c'est aussi parler des interfaces avec les autres écosystèmes. La forêt peut être responsable de services qui sont dirigés vers d'autres écosystèmes aquatiques ou terrestres, via notamment des flux d'insectes pollinisateurs, des flux d'insectes auxiliaires des cultures, mais aussi des flux de bois mort ou de litière dans des rivières, par exemple. Et toutes ces dynamiques vont pouvoir parfois avoir des effets sur la biodiversité des autres milieux. Faut-il en conclure donc que les forêts et les forestiers portent une responsabilité accrue vis-à-vis de la conservation de la biodiversité forestière? En tout cas, en métropole, la forêt est davantage représentée dans les aires protégées métropolitaines que les autres milieux en moyenne. Donc si la forêt est une chance pour la biodiversité, on n'oublie pas l'inverse. Et inversement, c'est vrai, la biodiversité est une chance pour la forêt. C'est d'abord un facteur d'adaptation aux changements globaux, notamment le changement climatique. Dans ce contexte, mais également en cas d'incendie, en cas de tempête ou de perturbation biotique, c'est un facteur de résilience de l'écosystème forestier. Elle joue le rôle d'assurance pour le maintien dans le temps à long terme de certaines fonctions rendues par la forêt. Donc ça a été abordé dans la conférence de lundi dernier. Et puis les travaux scientifiques ont montré récemment que la biodiversité jouait un rôle clé dans l'intensité de certains processus écologiques. Et là, vous avez en illustration les résultats d'une méta-analyse qui montre bien une augmentation de la productivité de l'écosystème forestier en lien avec la diversité spécifique des arbres, et ce, quelle que soit la région du monde. Enfin, la biodiversité participe, je pense, au caractère emblématique des forêts, comme le montrent les résultats d'une enquête réalisée par l'ONF et l'Université de Caen. Et quand on s'intéresse au rôle joué par la forêt, le public répond à 59% que la forêt est définie comme un réservoir de biodiversité.
sans plus attendre, j'arrête là et je vais passer la parole donc à notre conférencier, Monsieur Monsieur Bernard Chevassier-Louis, pardon. Bien, merci de cette invitation. Je considère que cette séance est plutôt un séminaire parce que la somme de connaissances sur la question qui est dans la salle est bien supérieure à la mienne. Et donc, ça sera l'occasion, effectivement, de lancer quelques idées pour pouvoir ensuite échanger avec vous. Alors, effectivement, je suis là, disons, à titre de président d'une ONG qui s'appelle Humanité et Biodiversité, et dont la raison sociale, c'est effectivement d'essayer de faire connaître, sensibiliser, intéresser le maximum de gens aux enjeux de la biodiversité dans l'ensemble des milieux, et c'est à ce titre que je suis amené à intervenir dans beaucoup d'endroits. Donc, petite minute publicitaire, les ONG ont besoin d'un soutien, et donc, pour ceux qui, dans la salle, ne sont pas adhérents à mon association, eh bien, il faut que vous preniez rapidement des mesures correctives. Bon, je m'arrête là sur la minute publicitaire. Et tout d'abord, il faut faire bon anniversaire. Alors, pour ceux qui sont alsaciens, vous connaissez peut-être la légende des 3 sapins, qui se célèbre chaque année à Thann, dans lequel, en mémoire, effectivement, d'un événement qui s'est déroulé au Moyen-Âge, on brûle 3 grands sapins sur la place de Thann. Donc, je me suis dit, c'était des belles bougies anniversaires pour le GIP Ecofort. Donc, bon anniversaire tout d'abord. Et puis, alors, les 3 idées que je vais mettre sur la table, c'est que je voudrais effectivement tout d'abord revenir, même si ça a été défini précédemment, sur un certain nombre d'aspects de la biodiversité qui me semblent insuffisamment mis en avant et qui, à mon avis, ont des conséquences sur la manière dont on va apprendre et gérer les forêts. Donc ça sera le premier item. Ensuite, effectivement, comme Jean-Luc Perron, quand il m'a demandé de venir, a dit « j'aurais besoin de gens qui voient la forêt un peu de l'extérieur », je me suis livré effectivement à cet exercice pour voir ce que c'était que voir la forêt de l'extérieur et cet aspect effectivement en quoi elle peut servir, au moins dans les années à venir, de fonction refuge, et je détaillerai ça. Et puis ensuite, eh bien, je donnerai quelques éléments sur ces fameux services écologiques qui commencent à s'accumuler sur le bureau des forestiers, et la question de savoir comment dans tout ça on peut éventuellement trier, eh bien, là aussi je vous proposerai quelques pistes sur cette question. Alors, tout d'abord, biodiversité, effectivement, dans tous les exposés sur la biodiversité, on vous dit, voilà, il y a 3 niveaux de biodiversité, celle des espèces, celle des écosystèmes, et puis celle de la diversité génétique. Et j'ai tendance de plus en plus à penser que, en fait, cette présentation est une manière de faire travailler indépendamment les uns des autres et dans la paix, d'une part les généticiens, d'autre part les systématiciens, et enfin les écologues. Tout le monde, comme ça, peut dire qu'il fait de la biodiversité, et puis en pouvant continuer à travailler dans son domaine. Et je voudrais effectivement challenger un peu cette question pour dire tout d'abord effectivement qu'il faut peut-être passer de ce triangle à une vision davantage de continuum et donc rajouter un certain nombre d'items dans ce triangle. Le premier, je ne le détaillerai pas trop, c'est qu'il y a toute une série, disons, d'organisations des poules géniques qui peuvent être intermédiaires entre les individus et puis les espèces. Donc c'est les populations, les métapopulations, etc. Et vous savez qu'en gestion forestière, effectivement, eh bien, il faut peut-être regarder davantage ce niveau-là plutôt que les espèces. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, et en particulier dans les pays tempérés, eh bien, les forêts s'insèrent dans des mosaïques paysagères, c'est-à-dire dans des territoires où il y aura d'autres modes d'occupation des sols, du point de vue agricole, du point de vue prairie et autres. Et ce point, j'y reviendrai parce que c'est peut-être une dimension importante de la gestion des services. Et puis, troisième remarque, effectivement, les individus sont constitués de cellules, et les individus organisés donc d'une diversité de cellules, et cette diversité à l'intérieur des individus, eh bien, on en parle peu, alors que par définition d'un être organisé, le fait d'avoir des cellules, des organes et de fonctionner est bien basé sur une diversité cellulaire qui, à partir d'une cellule unique, eh bien, différencie effectivement ces types cellulaires. Donc déjà, première remarque, il y a plutôt un continuum. Deuxième remarque, c'est qu'effectivement, la diversité des individus, eh bien, c'est pas seulement la diversité génétique. Vous savez, s'il y a un petit arbre qui, effectivement, s'est adapté à un régime de vent important, eh bien, il avait sans doute le même génome au départ qu'un arbre qui était dans une zone abritée, mais cette adaptation phénotypique va lui permettre effectivement de résister au vent,
et effectivement ne doit rien à la diversité génétique. Et puis l'autre aspect, c'est que, eh bien, au cours de sa vie, eh bien, depuis le stade plantule jusqu'au stade arbre mort, eh bien, ces différents stades d'un même individu vont jouer des rôles écologiques différents, vont accueillir éventuellement des cortèges d'espèces différents, et donc cette expression temporelle de la diversité d'un même génotype, eh bien, est tout aussi importante à prendre en compte que la diversité génétique. Et ça veut dire effectivement que cette diversité qui s'exprime à la fois dans le temps et dans l'espace et en interaction avec le milieu, eh bien, parfois, quand on va un peu vite en parlant seulement de diversité génétique, on réduit beaucoup la question. Et puis, le deuxième aspect, c'est effectivement, je vous propose ici de regarder effectivement la biodiversité, je dirais, en deux dimensions. C'est-à-dire de dire, il y a bien sûr les différents niveaux, diversité à l'intérieur des individus, donc intra-individuel, individuel, spécifique, etc. Et puis que, suivant qu'on va regarder la dimension évolutive, c'est-à-dire en quoi effectivement la forêt va pouvoir évoluer en termes d'évolution génétique et donc par des mécanismes darwiniens, ou au contraire sa dimension fonctionnelle, eh bien, dans le cas de la diversité fonctionnelle, on va s'intéresser à la diversité des phénotypes. On ne parlerai pas d'épigénétique, on pourra en discuter tout à l'heure. Et ça veut dire effectivement que ces niveaux d'expression d'une diversité génétique à un instant donné, qui vont dépendre d'une part de l'interaction avec l'environnement, mais aussi des pratiques sylvicoles, eh bien, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, alors que si on réfléchit bien, et je ne détaille pas trop, les échéances auxquelles la forêt va être confrontée vont donner assez peu le temps à Darwin de faire le boulot. Autrement dit, les capacités d'adaptation par les systèmes de sélection, eh bien, sélection au sens darwinien du terme, ne sont peut-être pas, pour beaucoup d'espèces vivant en forêt, susceptibles de répondre aux problèmes d'adaptation au changement climatique, pour ne prendre qu'un exemple. Et ça veut dire que la question d'une sylviculture qui effectivement se poserait la question de comment interagir avec cette diversité génétique pour créer des phénotypes adaptés, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Alors, un exemple que je voudrais un petit peu détailler, c'est effectivement ce phénomène des mutations somatiques. Vous savez que les arbres forestiers et les végétaux en général n'ont pas de lignée germinale au sens strict du terme, c'est-à-dire un petit paquet de cellules qui, indépendamment de ce qui se passe dans l'interaction avec l'environnement, vont préparer la génération d'après. Dans le cas effectivement des végétaux et des arbres en particulier, eh bien, il y a effectivement au cours de la vie de l'arbre et dans certaines parties de l'arbre des mutations qu'on appelle somatiques, mais en fait elles ne sont pas si somatiques que ça, c'est-à-dire supposer une mutation qui va par exemple améliorer la vigueur végétative d'un rameau. Bon. Elle va s'exprimer à condition effectivement qu'elle ne soit pas récessive et elle va donner au cours d'une génération une vigueur végétative particulière à une partie de l'arbre. S'il y a vigueur végétative, ça veut dire que peut-être dans ce rameau produira plus de glands, si c'est un chêne, ou en tout cas de graines, si c'est un arbre. Et ça veut dire effectivement qu'on aura de la sélection darwinienne intragénération. Alors qu'effectivement, sur un vertébré comme nous, il faut attendre la génération d'après pour tester une mutation éventuelle. Et ça, je pense qu'il faut effectivement s'interroger à cela, parce que c'est peut-être une capacité d'adaptation. Souvent on dit, oui, mais comment les arbres vont s'adapter? Ils font une génération tous les 50 ans. Ben effectivement, ça c'est une image de mammifère. Et il faut peut-être réfléchir un peu plus à cette question de l'évolution par sélection des mutations somatiques. Et puis à l'autre bout, excusez-moi, je n'ai pas arrêté mon téléphone, je vais le couper. Et puis à l'autre bout, il y a ce que j'appelle les métagénomes forestiers, c'est-à-dire le génome de l'ensemble des espèces, alors végétales ou autres, qui constituent un écosystème forestier. Et là aussi, cette question de l'adaptation du métagénome peut aller à la limite beaucoup plus vite que l'adaptation du génome d'une espèce donnée. Et là aussi, cette question de comment on va réfléchir
à l'évolution. Alors, c'est effectivement l'ensemble aussi de la biocénose, c'est-à-dire des insectes, des invertébrés du sol. Cette question de la gestion et de l'utilisation du métagénome forestier est un autre point dont on ne parle pas suffisamment, à mon avis. Donc, vous voyez que cette vision de la biodiversité en 2 dimensions, dans laquelle on regarde les différents niveaux d'organisation et puis qu'on s'intéresse soit au potentiel évolutif, soit au potentiel fonctionnel, je pense qu'elle est peut-être plus intéressante que le fameux triangle dont j'ai parlé au début. Alors, deuxième point, sur la question de voir la forêt de l'extérieur. Alors, effectivement, Denis en parlera peut-être tout à l'heure, vous savez que quand on suit la biodiversité forestière, eh bien, on a tendance effectivement à classer les espèces, ici les oiseaux, par type de milieu, et en disant, pour suivre la biodiversité forestière, on va suivre les espèces dites spécialistes des milieux forestiers, et vous avez effectivement ce graphe que vous connaissez, qui montre effectivement que depuis les années 90, eh bien, la biodiversité des oiseaux communs en forêt a plutôt tendance à être à peu près stable, alors qu'elle continue à s'éroder dans les milieux agricoles. Et à partir de là, eh bien, on va dire, pour favoriser la biodiversité forestière, il faut favoriser les vieux arbres, etc., qui sont souvent des sites pour ces espèces spécialistes. Alors, un petit point, parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la période 89-92, où il y a effectivement cette chute. Et pour cela, j'ai regardé les données anglaises qui ont la chance de commencer en 70. Donc vous avez ici la période effectivement où commencent les données françaises. Et vous voyez 2 choses. D'une part, que pour les milieux agricoles, c'est la courbe en rouge, eh bien, ce qu'on a vu en France n'est peut-être que la moitié de ce qui s'est passé sur notre territoire, puisque vous voyez qu'effectivement, de 70 à 90, au moins en Grande-Bretagne, ça a beaucoup dégringolé dans la biodiversité agricole. Donc ça, c'est un premier message qui montre effectivement qu'on sous-estime peut-être l'importance de l'érosion des populations d'oiseaux dans notre pays. Et puis, l'autre point, c'est qu'effectivement, les oiseaux forestiers, et ça c'est la courbe en vert clair, eh bien, vous voyez que là aussi en Grande-Bretagne, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la période 70-90, et dont sans doute les données de stock sont, disons, la queue du phénomène, puisqu'elle commence ici aux alentours de 90. Et là, je sollicite éventuellement vos commentaires sur qu'est-ce qui a fait effectivement qu'il y a eu une phase d'érosion de la biodiversité forestière qui ensuite effectivement s'est stabilisée à partir de 90. Mais le point qui a été évoqué un petit peu avant, c'est finalement qu'est-ce qu'on appelle une espèce forestière, parce que quand on regarde les données, les méthodes de systématique, et qui sont basées sur des traits morphologiques et autres, on se rend compte que le fait de vivre dans un milieu donné, c'est pas du tout un trait évolutif majeur. Autrement dit, c'est quelque chose qui a une certaine plasticité. Vous savez par exemple que les cervidés qu'on considère effectivement comme des espèces forestières, en fait, sont des espèces qui pendant longtemps ont vécu dans des milieux ouverts, où il y avait des ressources, disons, où on pouvait consommer de l'herbe en toute tranquillité. Et c'est effectivement, il suffit de regarder d'ailleurs les bois pour voir comment c'est pas adapté à des milieux forestiers. En fait, c'est des espèces qui se sont réfugiées en forêt, mais qui ne sont pas strictement des espèces forestières de manière, je dirais, constitutive. Un autre exemple, c'est par exemple dans la série des pics. Eh bien, certains, comme le pic et pêche, sont effectivement assez spécialisés des milieux forestiers, mais le pivert, eh bien, c'est une espèce qui vit à terre et qui mange à terre et que vous pouvez trouver effectivement aussi dans beaucoup de milieux ouverts. Un autre exemple, c'est effectivement les moineaux. Vous savez effectivement qu'il y a 2 espèces de moineaux en France. L'un qui est plutôt spécialisé, enfin qu'on trouve plutôt dans les milieux urbains, qui est ce moineau domestique, et puis un qui est plutôt effectivement en zone rurale, qui est ce moineau friquet. Mais en Chine, il n'y a pas de moineaux domestiques, et les moineaux que vous verrez dans les villes en Chine, c'est des moineaux friquets qui ont effectivement colonisé l'ensemble des habitats. Donc le premier message, c'est effectivement que dire une espèce est forestière, c'est pas la même chose que dire que cette espèce, on peut l'observer en forêt. Alors, un autre exemple auquel je vais vous rendre hommage, non pas d'une espèce, mais d'une population qu'on trouve beaucoup en forêt, c'est Homo sapiens sylvaticus, qui est constitué effectivement d'un groupe de population qui fréquente les forêts, qui n'aime pas trop en sortir. C'est une espèce assez timide et qui effectivement n'est à l'aise que dans ce milieu. Assez mimétique d'ailleurs, parce que des fois vous pouvez le confondre avec des troncs d'arbres. Et puis il y a des variétés, il y a des grimpeurs, etc. Et effectivement, si vous avez dans une réunion
un membre de ce groupe d'Homo sapiens sylvaticus et que vous voyez qu'au bout d'un moment, il a le regard vague et il n'écoute plus, c'est parce qu'il est en manque. Il est en manque de forêt. Hein. Alors, quel que soit le sujet de votre exposé, tout de suite, hein, vous relancez avec une image de forêt et vous verrez que son regard, et je le vois dans la salle, ça y est, tout de suite, le regard s'éclaire. Autrement dit, effectivement, je voulais rendre hommage effectivement à ces gens qui effectivement sont un peu timides quand ils sortent de la forêt. Donc un conseil, allez les voir dans leur milieu, c'est là que vous en comprendrez toute la richesse. Bien, alors c'était une petite parenthèse. Suite, eh bien là aussi, eh bien il y a beaucoup d'espèces qui en fait fréquentent la forêt parce que souvent ils se trouvent à l'interface, et on sait en écologie que les écotones, c'est-à-dire les transitions entre des milieux différents, sont particulièrement propices à l'accueil des espèces. Et puis souvent, en fait, ils viennent en forêt parce qu'ils y trouvent un milieu, par exemple des mares forestières, comme pour ce fameux sonneur à ventre jaune, ou des endroits où on peut se cacher et s'abriter, comme la pipistrelle. Donc en fait, ils ne viennent pas rechercher l'écosystème forestier, ils viennent parce que l'écosystème forestier contient des milieux qui éventuellement se sont beaucoup réduits à l'extérieur des milieux forestiers. Et ça veut dire effectivement que si on regarde, ça c'est un travail de Frochot, l'abondance des oiseaux en forêt, ben vous voyez, vous avez une courbe qui passe par un premier maximum pour des peuplements jeunes et qui ensuite effectivement développe à nouveau une biomasse forestière. Mais ce n'est pas les mêmes espèces que vous allez trouver dans la première phase et dans la phase suivante. Ce n'est pas les mêmes espèces. Et en plus, effectivement, ces espèces qui vont fréquenter la forêt dans la phase de régénération où ça va être un milieu ouvert, eh bien, sont souvent des espèces dont le statut de conservation globalement, ça c'est toujours les données de stock, eh bien, sont plutôt préoccupants. Et donc, vous voyez ce message, c'est qu'effectivement, cette question de gérer la forêt, non seulement par rapport aux espèces spécialisées des milieux forestiers, mais par rapport à toutes les espèces qui peuvent y trouver, à condition qu'il y ait une bonne sylviculture, eh bien des refuges temporaires, compte tenu qu'elles ont perdu ces capacités à l'extérieur, ben c'est tout à fait important. Alors ça a une conséquence qui a été évoquée, c'est qu'effectivement, la biodiversité forestière eh bien, sera d'autant plus importante qu'il y aura dans un même territoire une diversité des stades, c'est-à-dire effectivement des milieux qui sont des milieux de régénération et relativement ouverts, et puis des milieux plus âgés qui vont permettre effectivement d'accueillir cette diversité. On pourrait parler de métadiversité, c'est-à-dire effectivement sur l'ensemble de ces strates. Alors, ça a une conséquence, effectivement, c'est que on va s'intéresser à la forêt, et j'y reviendrai tout à l'heure, non seulement parce qu'elle contient en tant qu'écosystème spécifique, mais aussi parce que, effectivement, son insertion, la manière dont elle va s'insérer dans une mosaïque paysagère, va permettre effectivement de jouer cette fonction relais par rapport à toutes ces espèces qui éventuellement ne fréquenteront la forêt qu'à certains moments et à certains stades de leur développement. Et ça veut dire qu'effectivement, si je vous mets cette petite image d'un certain nombre de massifs forestiers dans une zone de grande culture, le forestier pourra surtout regarder ce qui est dans les deux bouts de l'image, sur les grands massifs forestiers, alors que tous ces petits bouts de forêt aux formes un peu biscornues, c'est-à-dire avec des écotones relativement développés et qui peuvent éventuellement assurer des fonctions de continuité entre des milieux, eh bien, il faut les considérer avec le même intérêt et la même sollicitude que les grands massifs forestiers. Alors, mon troisième point, c'est effectivement les services écologiques. Alors, d'abord, une explication sur le terme. Pourquoi je parle de services écologiques et non pas de services écosystémiques? C'est justement parce que, comme je le disais au début, je pense qu'il faut se faire à l'idée, en particulier sur notre territoire, que les services, les meilleurs, seront peut-être liés à des interactions entre écosystèmes. Autrement dit, on pourrait parler aussi de services paysagers, c'est-à-dire se dire, pour produire des services écologiques, il faut peut-être analyser ça non pas à l'intérieur de chaque écosystème, mais au niveau effectivement de l'écologie du paysage et donc du positionnement des différents écosystèmes sur un territoire. Alors, effectivement, les forestiers, de plus en plus, eh bien, reçoivent des sollicitations multiples. On leur demande, et je viens de le développer, d'assurer un maintien d'une biodiversité qui éventuellement n'est pas spécifique, d'assurer une continuité écologique.
On leur demande de fixer du carbone, mais aussi de réguler les températures et les climats locaux. Quand une rivière va traverser un massif forestier, eh bien, ça permet de garder une eau plus fraîche et là aussi de servir éventuellement de capacité d'accueil pour des espèces qui ont besoin d'eau fraîche. On leur demande effectivement de jouer un rôle d'épuration, et ça, vous connaissez ça, et puis on leur demande de réguler le cycle de l'eau, de lutter contre l'érosion, contre les crues, d'avoir un soutien d'étiage, et puis toutes les fonctions récréatives, multiples et variées. Alors un petit clin d'œil sur la dernière dont on parle beaucoup, c'est-à-dire cette fameuse sylvothérapie. Effectivement, on s'y est beaucoup intéressé parce qu'on a dit quand même ces Japonais qui prennent des bains de forêt, voilà, vous voyez ce titre, on ferait bien de s'en inspirer. Et bien là, il faut que je pense rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que en 1985, un forestier bien français a écrit, donc il y a plus de 30 ans, un guide pratique de sylvothérapie. Et puis, on retrouve aussi la notion de cure sylvatique autrefois. Et donc, effectivement, c'est intéressant de voir qu'on remet à la mode quelque chose qui vient du pays du soleil levant, alors qu'effectivement, ça faisait partie de pratiques qu'on connaissait en France. Alors, mon point, c'est effectivement comment choisir dans tous ces services que l'on souhaite demander à la forêt. Alors, l'approche standard, eh bien, c'est par exemple de dire on va regarder les avantages comparatifs, c'est-à-dire on va regarder en quoi la forêt est capable, par rapport à d'autres fournisseurs du même service, de fournir le même service à un prix plus compétitif. Je vous signale au passage qu'on parle beaucoup aujourd'hui de rémunérer, de mettre en place des paiements de services environnementaux pour le monde agricole, et moi je milite beaucoup pour que tout le monde, et en particulier les forestiers, soient éligibles à ces PSE, c'est-à-dire que s'il y a une offre qui veut fournir des PSE, je pense qu'il faut éviter que ça soit réservé à un monopole du monde agricole. Tous ceux qui peuvent produire le PSE doivent pouvoir faire effectivement des propositions. Et puis ensuite, effectivement, on peut définir une métrique commune, par exemple monétaire, on transforme tout effectivement en euros, et puis on maximise la fonction d'utilité en disant voilà qu'est-ce qui va être le plus rémunérateur pour un massif forestier. Une question qui vient tout de suite, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait des services non marchands, c'est-à-dire des services dont on peut évaluer une valeur économique par diverses méthodes qu'on a évoquées, mais qui aujourd'hui ne font pas l'objet d'un vrai marché, c'est-à-dire de quelqu'un qui va être capable de payer ses services. Et là, effectivement, suivant la situation de la forêt, la question de savoir si on intègre ou non dans ce calcul ces services non marchands est une question dont on pourra débattre. Mais le point que je voudrais souligner, c'est que toute cette logique d'optimisation technico-économique, eh bien, c'est vrai dans un univers stable et prévisible, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle un univers certain, dans lequel la logique, c'est de maximiser l'espérance de gain. Bon. Mais que dès lors qu'on est dans un univers qui va être instable et incertain, sur lequel il y a plein d'incertitudes économiques, écologiques et compagnie, eh bien la question c'est plutôt des mots-clés comme viabilité, durabilité, et beaucoup plus que maximiser l'espérance de gain. Et ça veut dire effectivement qu'il va falloir trouver des scénarios qui seront, je dirais, positifs dans une large gamme d'évolutions possibles. Et là, effectivement, un exemple d'incertitude que vous connaissez sans doute, c'est comment une forêt, en l'espace de quelques années ou quelques dizaines d'années, peut basculer d'une fonction puits de carbone à une fonction source de carbone. Hein, c'est l'histoire de l'invasion, effectivement, d'un certain nombre de forêts, notamment en Colombie-Britannique, par cet insecte ravageur qui a migré vers le nord, donc le dendroctone du pin, qui a migré vers le nord et qui, en l'espace de peu de temps, eh bien, a transformé la forêt en puits de carbone, en source de carbone. Et ça veut dire que si on investit dans la fourniture de ce service, il faut être sûr de pouvoir l'assurer pendant longtemps, ce qui n'est pas évident. Alors, quelques idées pour terminer. Le premier, c'est effectivement d'éviter la spécialisation, c'est-à-dire d'appliquer la théorie du portefeuille en bourse, et que même s'il y a une forte pression pour dire au secours, faut fixer du carbone, ça chauffe, eh bien, je pense qu'il faut peut-être, résister un peu à l'attrait et au mirage de la fixation du carbone, on pourra en discuter, et se dire, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas conserver un portefeuille ou un bouquet de services plutôt que de vouloir se spécialiser. Deuxième idée, c'est de dire, si on fait du calcul économique, est-ce qu'il ne faut pas faire de l'actualisation négative? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez qu'en économie classique,
on a tendance à dire les choses qui vont être produites dans longtemps, eh bien, ont moins de valeur que les choses qui vont être produites très vite. Ça veut dire que entre faire une station d'épuration que vous inaugurez dans 2 ans et qui va fonctionner pendant 30 ans et aménager un massif forestier qui va commencer à épurer l'eau dans 30 ans pour 300 ans, calcul économique vous invite à faire la station d'épuration, indépendamment du calcul politique. On inaugure une station de manière plus spectaculaire qu'une forêt aménagée. Bon. Or, et c'est ce qu'avait proposé notamment Stern dans son analyse sur les changements climatiques, est-ce qu'il ne faut pas faire l'hypothèse que les actifs environnementaux, c'est-à-dire ce que effectivement la bonne gestion de l'environnement sera capable de produire, ne vont pas se renchérir considérablement au fil du temps par rapport aux services manufacturés? Et ça veut dire effectivement que si c'est le cas, c'est-à-dire dans lequel ça veut dire on recherchera de plus en plus ces services environnementaux, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les problèmes de compensation écologique, est-ce que effectivement, si on fait des calculs économiques, il ne faut pas surpondérer le temps long plutôt que le dévaloriser? Et puis, troisième point, il faut peut-être se demander, est-ce que finalement la forêt n'a pas l'exclusivité de certains services, c'est-à-dire elle qui est peut-être la seule à pouvoir le faire. Et l'exemple que je voudrais vous donner, c'est effectivement la dynamique des sols, dans lequel on dit finalement, les sols, c'est en gros 50 cm à 1 mètre, et puis on parle beaucoup effectivement de limiter l'érosion, c'est-à-dire les pertes de sol en surface, et on parle très très peu de la pédogénèse. D'une part, on sait que c'est un phénomène extrêmement lent, mais le point que je voudrais souligner, c'est que peut-être que les massifs forestiers sont les seuls endroits encore où la pédogénèse est active, c'est-à-dire dans lequel on a des racines profondes en interaction avec la roche-mère, susceptibles, lentement mais sûrement, mais comme la forêt l'a fait pendant des millions d'années avant effectivement qu'on commence à défricher, hein, est-ce que les forêts ne sont pas le seul lieu aujourd'hui où des sols continuent à se former? Et la question de savoir effectivement si on ne peut pas insister davantage sur cette fonction pédogénèse, dans la mesure où les systèmes de culture, et en particulier de culture annuelle, ont développé beaucoup des variétés à système racinaire superficiel. Pourquoi? Tout simplement parce que pour capter l'irrigation ou pour capter les apports d'engrais, eh bien on a tout intérêt au contraire à développer des systèmes racinaires superficiels, mais qui n'ont plus aucun rôle sur la question de pédogénèse. Donc c'est ça que j'appelle un service exclusif. Alors j'en arrive à ma conclusion, et qui est peut-être un programme pour les 25 ans qui viennent pour le GIP Ecofort, c'est-à-dire finalement, est-ce que la forêt n'est pas un extraordinaire laboratoire pour la gestion de biens un peu compliqués, c'est-à-dire des biens qui sont hybrides. Alors ce qu'on appelle un bien hybride, c'est l'exemple du sol. Hein. Le sol est approprié, vous êtes propriétaire de votre sol, et donc on peut dire que c'est un bien privé, outil de production permettant de produire de l'agriculture, du bois, tout ce qu'on veut. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est en même temps quelque chose qui a une dimension de bien collectif, alors soit commun, soit public, je ne rentre pas dans le détail. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens disent, mais la manière dont vous allez gérer votre sol, je considère que nous, en tant que société, eh bien, j'ai des choses à dire et je veux être entendu sur la manière, je considère que d'une certaine manière, c'est en partie un patrimoine commun. Et c'est pas évident, effectivement, de se dire comment on peut concilier cette double fonction d'une même entité, c'est-à-dire qui soit à la fois bien privé, bien commun. On a la même chose aujourd'hui sur le génome des espèces cultivées, animales ou végétales, où les gens disent, d'accord, ça peut être la propriété de certains, mais on veut dire notre mot sur la manière dont on va faire évoluer les génomes des espèces animales et végétales. Laboratoire aussi pour les biens multi-usages, ça on en a parlé de manière assez abondante, c'est-à-dire le fait qu'il y a une multitude de services et que la question de savoir comment on fait pour arbitrer entre ces services, je vous ai donné quelques pistes, et puis surtout multi-usagers, et dans le cas de la forêt, en rajoutant le fait que les usagers, c'est non seulement les usagers d'aujourd'hui, mais c'est effectivement les usagers des générations futures, et donc là aussi la question de comment on arbitre entre ces usagers actuels et ces usagers futurs est une autre question un peu qui n'est pas si simple, et je pense effectivement que le fait de dire c'est le bon endroit, et ça veut dire effectivement d'ouvrir la forêt à l'ensemble de ces enjeux, eh bien c'est peut-être là effectivement qu'on peut apprendre à gérer demain notre environnement. Donc merci de votre attention, et puis je vais attendre maintenant les réactions. Donc merci à Bernard pour son exposé qui est, je vais dire, comme
Pardon. Donc comme l'autre fois, effectivement, est remarquable par la clarté et la synthèse. Donc il y a 4 points sur lesquels j'aimerais réagir, enfin sur lesquels peut-être essayer d'ajouter quelques éléments. Le premier, c'est sur l'aspect biologique, hein. Je crois qu'effectivement c'est très important, enfin de bien expliquer qu'effectivement c'est pas simplement la diversité génétique spécifique et écosystémique et que ça pourrait donner effectivement l'idée que chacun va travailler dans son coin. Ça, je crois qu'on est tous d'accord pour considérer que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je rajouterais que actuellement il existe maintenant ce qui s'appelle les variables biodiversité essentielles. Donc je pense que ce qui est complètement complémentaire à ce que tu as dit et qui du coup offre un cadre quand même institutionnalo-scientifique, hein. C'est-à-dire, alors grosso modo, vous avez Géobon, hein, qui s'occupe de l'observation de la biodiversité à l'échelle de la planète. Et donc, ils sont aperçus qu'effectivement, les systèmes étaient complètement déficients en ce qui concerne la biodiversité par rapport, par exemple, à l'observation du climat. Et comme dans le cas du climat, où les climatologues se sont mis d'accord à l'échelle mondiale, je pense qu'il y a plusieurs décennies, sur quelles étaient les variables climatiques qu'il fallait observer, sur la biodiversité, l'idée c'est de faire la même chose, hein, de faire le même travail, de savoir finalement qu'est-ce qu'il faut observer en biodiversité, quel que soit l'endroit, l'écosystème dans lequel on se trouve. Et sur le plan conceptuel, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont défini 6 classes de variables biodiversité essentielles. Donc ils ont défini la variabilité génétique. Alors bon, tu as souligné à quel point c'était un peu insuffisant, hein, de simplement parler de variabilité génétique, et je reviendrai sur ce point-là. Ça, c'est la première classe. La deuxième classe, c'est la classe population-espèce. Donc grosso modo, la distribution des espèces sous forme de population, les structures en âge, tout un ensemble de choses qui sont extrêmement importantes, effectivement. Ensuite, il y a les traits des espèces, la troisième classe. Hein, donc comment les espèces se caractérisent en termes de cycle de vie, notamment. Ensuite, il y a les variables communautaires. Donc, quelle est la proportion des différentes espèces, quelles sont la composition, par exemple des forêts. Ensuite, il y a les fonctions des écosystèmes et finalement la structure des écosystèmes. Et l'idée générale de GeoBones, c'est que, grosso modo, alors, ces variables sont complémentaires, et quelque part, pour faire sens sur une classe de variables, eh bien, il faut aussi avoir les données sur les autres classes de variables. Donc, en tout cas, GeoBones incite vraiment à la coopération, justement, entre ces différentes classes de scientifiques. Voilà. Alors le travail est relativement, je dirais, bien fait, stabilisant en ce qui concerne les 6 classes de variables. Le problème, c'est que comme ils l'ont affiché, ensuite, il va falloir dans chaque classe de variables choisir quelles sont les variables qui sont importantes. Et là, ça devient beaucoup plus difficile, hein. C'est-à-dire qu'actuellement, il y en a quelques-unes qui seront proposées, hein, qui font assez consensus, hein, sur les fonctions des écosystèmes. Par exemple, la production primaire nette semble une variable qui s'impose, mais ça reste un travail assez encore à faire. Et de ce point de vue-là, évidemment, les forestiers ont sans aucun doute des choses à proposer, et notamment en ce qui concerne la structure des écosystèmes. Très clairement, je pense que c'est un domaine où il y a sans doute des propositions intéressantes. Alors, sur ces 6 classes de variables, je reviendrai sur le point dont tu as parlé, effectivement, sur la plasticité, qui est évidemment une variable qui est importante, et les molécularistes sont en train de le redécouvrir, puisque maintenant on parle beaucoup d'épigénome, et, et l'épigénome, très clairement, participe à la plasticité. Donc de ce point de vue-là, effectivement, alors après l'épigénome, est-ce qu'il est régulé par l'environnement, ou bien comme les molécularistes le pensent souvent, être régulé par le génome? Ça, c'est quelque chose, c'est un débat scientifique, et on voit bien que selon le niveau d'intégration sur lequel on travaille, on n'a pas tout à fait la même réponse. Mais donc effectivement, la plasticité, c'est importante. Alors je rajoutais sur les mutations somatiques, où je voulais faire une remarque, parce que c'est une idée qui est très séduisante, hein, pour tout évolutionniste. Et personnellement, je l'ai vu dans la littérature il y a 30 ans, mais il me semble que 30 ans après, on n'a pas vu grand-chose qui soit sorti. Du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, exactement sur ces mutations somatiques, mais face à cette idée qui est séduisante et qui me semble solide, hein, sur le plan théorique, pourquoi effectivement il n'y a pas ça peut donner lieu à des travaux qui a été remarqué. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser et voir effectivement, est-ce que ça veut dire que les forestiers ont oublié quelque chose d'extrêmement important? C'est une possibilité, mais en tout cas, ça vaut le coup sans doute de le creuser. Et par rapport aussi à la métagénomique, donc il y a toute la partie holobionte, hein, qui, je crois, est extrêmement importante, hein. Donc effectivement, toutes les communautés de micro-organismes, hein, qui se trouvent aussi bien sur les feuilles, les troncs, les tiges, qui sont aussi sans doute une classe de variables biodiversité importante. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement quelle est l'importance. Donc mes 3 derniers points seront sur les services écologiques ou écosystémiques. Alors effectivement, ils sont pas dédiés simplement qu'à la forêt. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est effectivement sur l'agriculture
très clairement alors la forêt sous des formes effectivement qui peuvent être plus ou moins larges. Effectivement, les morceaux de forêt, hein, les bosquets sont des éléments qui sont très importants. On parle d'infrastructures écologiques et très clairement pour notamment le développement de l'agroécologie, c'est sans doute un enjeu qui est tout à fait essentiel. Donc là, sans doute effectivement, il faut que les forestiers soient très présents sur cet enjeu. Et ça veut dire, pardon. Donc un enjeu pour ceux qui connaissent les arbres. L'aspect pédogénèse, effectivement, est quelque chose aussi d'important. Alors, le problème, c'est que la pédogénèse, sur l'arbitrage, effectivement, pédogénèse, agriculture, ça devient compliqué parce que les endroits où on ferait de la pédogénèse, on fera plus d'agriculture. Bon, c'est un sujet d'actualité, hein, savoir effectivement quelle est la répartition entre l'agriculture et la biodiversité. Donc, mais ça vaut la peine effectivement d'y penser, cet aspect de pédogénèse. Voilà, donc sur la trame verte et bleue, évidemment, là aussi, il y a des enjeux qui sont importants en ce qui concerne la forêt. Voilà, maintenant, je rentrerai vraiment au cœur du sujet sur les services écosystémiques assez rapidement. Ce qui m'a frappé, ça m'a frappé notamment l'introduction qu'a fait Julie Doriot, de la question posée, la biodiversité, à quoi ça sert. C'est une question qui est un peu, comment dire, il y a différentes manières de l'aborder, mais la biodiversité, elle est tout à fait indispensable aux humains. Donc, de ce point de vue-là, on peut se demander pourquoi on se pose cette question-là dans un séminaire scientifique. Et par rapport à ça, moi, il me semble que sur les services écosystémiques, qui est un sujet qui est très controversé, et le problème, c'est que souvent les controverses passent, à mon sens, à côté du sujet qui est quand même majeur, hein, et là où effectivement la notion de service écosystémique a été une innovation, c'est que ce qui est fondamental dans cette notion de service écosystémique, c'est dans l'arbitrage entre les services d'approvisionnement, qui sont des services marchands, donc ils sont bien intégrés dans les marchés aussi bien économiques que les marchés politiques, hein, c'est-à-dire les lobbies sont très présents pour effectivement défendre ces services marchands liés à la biodiversité, les services d'approvisionnement. Et puis le problème, c'est toutes les fonctions écologiques, tous les services écosystémiques, qui eux sont des externalités aussi bien économiques que politiques, hein, et notamment toutes les fonctions écosystémiques. Donc si on parle de stockage de carbone, de purification de l'eau, c'est effectivement parce que tout cela est sous forme d'externalités. C'est des externalités qui sont majeures, hein, vraiment, qui sont très importantes, des externalités très importantes dans les marchés. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il faut bien voir qu'on est sur une ligne d'affrontement économique et politique qui est majeure et qui n'est pas du tout résolue. C'est-à-dire qu'on voit bien que les débats et les états généraux de l'alimentation l'ont montré très clairement récemment, c'est que effectivement la reconnaissance de ce qui n'est pas service d'approvisionnement reste complètement à faire. Et ce qui est vrai dans le cas de l'agriculture, j'ai peur, reste largement le cas dans le domaine de la forêt. Et donc je crois qu'il faut vraiment sans doute bien voir que le débat il se situe là, hein, c'est-à-dire dans l'arbitrage entre services d'approvisionnement, c'est-à-dire faire du bois, de chauffage ou d'énergie, ou d'habitat, peu importe, par rapport aux autres fonctions écologiques de la forêt, et que c'est là que se situe l'enjeu autour des services écosystémiques. Et ce qui s'est passé, alors je pense qu'un certain nombre de personnes dans la salle connaissent mieux que moi le sujet, mais la guerre de Demoiselles à la fin du XIXe siècle est quand même un exemple, parce que la restauration, effectivement, des services écosystémiques externalisés, s'est très mal passé, en l'occurrence, hein, lorsqu'il a fallu effectivement reboiser les Cévennes pour différentes raisons, pour préserver des fonctions écologiques essentielles. Effectivement, il y a eu une résistance très forte, hein, de la part de ceux qui utilisaient directement des services d'approvisionnement qui étaient en conflit avec ces fonctions écologiques. Donc de ce point de vue-là, le problème de l'arbitrage, hein, de l'actualisation, c'est un problème qui reste tout à fait difficile. L'actualisation négative, effectivement, c'est sans doute une bonne idée, mais ensuite comment ça se transpose notamment sur le plan politique, c'est un point qui reste délicat. Voilà, et donc je voulais en venir à mon quatrième point, qui justement est un point pour illustrer ce qui me semble effectivement un problème majeur dans l'arbitrage et dans les dérapages qu'on peut pressentir, c'est que actuellement, il me semble que ce qui est très bien quantifié dans les services écosystémiques que rend la forêt, ce sont évidemment les services d'approvisionnement. Et actuellement, on voit bien que l'ensemble de la filière forestière est mobilisé derrière
la promotion de ces services d'approvisionnement en expliquant, on voit très souvent écrit que actuellement seulement 50% de ce qui est produit en bois chaque année est exploité. Donc là, le message, il est très clair, hein, c'est-à-dire l'idée, il faut plus exploiter la forêt. C'est-à-dire qu'on voit bien que le message qui émerge de la filière forestière, en termes de services écosystémiques, c'est bien une exploitation supplémentaire des services d'approvisionnement. Donc on parle, enfin, je veux dire, les fonctions écologiques, qui au passage, oui, c'est un élément que je voulais préciser quand même, c'est que les paiements pour services environnementaux, actuellement, c'est quand même plus de 20 milliards d'euros à l'échelle de la planète, hein, donc ça commence à être quelque chose qui pèse sur le plan économique. Il y a une très belle revue, hein, une méta-revue de la part de Wouter et Hall. Et je crois que 3/4, c'est dédié à la purification de l'eau, qui en l'occurrence, effectivement, donc assez proche. Hein, donc la forêt peut être assez présente dans les paiements pour services environnementaux, comme tu l'as précisé, et c'est sans doute quelque chose d'important à développer. Voilà. Donc, pour revenir à ça c'est une parenthèse, pour revenir à ce problème de l'arbitrage et du fait que la filière forestière est mobilisée sur le fait de la production en bois supplémentaire, enfin d'exploiter plus la forêt en termes de production en bois, il me semble qu'il y a un point qui est assez peu souligné de ce point de vue-là, c'est le problème de l'hétérogénéité spatiale. L'hétérogénéité spatiale, c'est-à-dire que la forêt, effectivement, notamment en France, mais c'est vrai, je pense, sur l'ensemble de la planète, n'est pas répartie de manière aléatoire par rapport au peuplement humain. Et ce qui se passe, c'est que si jamais le message c'est exploiter plus la forêt, on voit bien que la forêt supplémentaire qui risque d'être exploitée de manière plus importante en termes de bois, ça risque d'être les forêts qui se trouvent à proximité des agglomérations urbaines. Donc de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un travail extrêmement important à faire en termes de spatialisation, effectivement, des services écosystémiques que peuvent rendre les forêts. Et par exemple, en ce qui concerne les services d'approvisionnement, d'essayer de préciser justement dans quel type de site, effectivement, on peut développer l'exploitation en bois, et dans quel type, alors peut-être de région, enfin je ne sais pas à quelle échelle il faut travailler, un canton ou région, où effectivement, les services, les fonctions écologiques, celles qui sont des externalités économiques et politiques, demandent à être beaucoup plus promues. On peut penser par exemple à la région Île-de-France où, à ma connaissance, la forêt continue à régresser et où effectivement il y a des affrontements politiques majeurs autour du fait qu'il va falloir construire et la construction devrait se faire aux dépens d'un certain nombre d'infrastructures écologiques telles que les forêts. Voilà. Donc cet aspect de spatialisation pour essayer d'identifier quels sont les potentiels de la forêt, donc semble qu'il y ait un point sans doute important à développer pour effectivement, si on veut développer de manière harmonieuse, effectivement, l'arbitrage entre différents types de fonctions écologiques, de services écosystémiques. Voilà. Bon, je vais en rester là et je vais laisser la parole à Maya Leroy. Bonjour, je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir proposé de participer donc à ce séminaire. Je suis donc enseignant-chercheur en sciences de gestion à AgroParisTech et je suis responsable d'une UFR qui s'appelle Gestion de l'environnement et d'une équipe à Montpellier qui travaille plus particulièrement sur les forêts tropicales. J'ai décidé plutôt que d'insister et de préciser tous les éléments de biodiversité que les forêts tropicales contiennent, et parce que je crois que beaucoup les profanes y compris ont bien idée de cela. Ça c'est quelque chose, je crois que on prendrait beaucoup de temps, mais c'est peut-être pas là en tout cas que j'apporterai le plus d'éclairage. L'enjeu que j'ai plutôt eu envie de discuter avec vous, c'est la place qu'ont les dispositifs de gestion durable des forêts, qui ont été les dispositifs de gestion majeurs qui ont été mis en place dans les forêts tropicales. Et je voudrais montrer pourquoi ces dispositifs sont excessivement limités pour permettre la prise en charge de la biodiversité. Donc, je vais juste rappeler quand même très rapidement qu'on a une accélération absolument énorme de la déforestation qui, si au 18e et au 19e, on n'a pas dépassé les 3 millions d'hectares par an, on est quand même arrivé avec le XXe siècle à des taux de déforestation qui ont été calculés longtemps entre 11 et 15 millions d'hectares. Et puis on a des moyens beaucoup plus précis maintenant pour mesurer la déforestation. Et on continue à observer, malgré la mise en place de la gestion durable des forêts,
qui est un paradigme qui s'est développé au moment de Rio. Même si on n'a pas fait de convention sur les forêts, on a poussé à la mise en place de ce paradigme. On a continué à avoir un très fort taux de déforestation à la fin, dans la décennie 1990-2000 avec 16 millions. Et puis, on a eu un moment d'espoir parce qu'on serait redescendu à 13 millions d'hectares par an, et on s'est dit finalement, ça y est, ça marche, on commence à maîtriser le système, on commence à mettre en place des dispositifs qui marchent. Et puis, en fait, la déforestation reste absolument alarmante. En 2014, on avait un pic de 18 millions. En 2016, il y a des données, alors qui n'ont pas été encore confirmées par le Forest Resource Assessment de la FAO, mais qui seraient de 29,7 millions d'hectares. Et donc, quand on est en déforestation brute, on est à des niveaux absolument incroyables de déforestation. Alors, bien sûr, les données de déforestation nette sont plus optimistes, parce que, en particulier, la Chine, les États-Unis plantent beaucoup. Et si ces plantations répondent aux questions du changement climatique, elles posent un problème majeur sur la biodiversité. On a par ailleurs des données sur la dégradation des forêts beaucoup plus difficiles à suivre. Le Millennium Ecosystem Assessment en 2005 estimait qu'on était à peu près à 800 millions d'hectares de forêts tropicales dégradées. Aujourd'hui, on annonce un phénomène beaucoup plus majeur que ça. Les derniers travaux qui sont sortis dans Science disent qu'on aurait un effet sur les gaz à effet de serre énorme lié à la dégradation des forêts tropicales. Alors, on connaît bien le système, les raisons prioritaires de ces dégradations, qui ont peut-être pas été assez mises en avant. C'est quand même la conversion des terres pour l'agriculture à 80% qui produisent la déforestation. Alors, c'est en majorité de l'agriculture industrielle, avec le soja, les processus d'élevage, on connaît bien ça sur le pourtour et sur la zone amazonienne. Les plantations d'exportation, on connaît bien sur l'Indonésie le problème du palmier à huile, mais on a aussi le cacao, on a aussi le caoutchouc dans une moindre mesure. Actuellement, le cacao est un vrai problème qui monte en puissance énormément. Il faut savoir que si ces systèmes sont pour partie des systèmes d'agriculture industrielle, ils s'appuient aussi beaucoup sur des petits producteurs qui sont impliqués dans les filières, en particulier sur les plantations d'exportation. Et donc on a un phénomène sociopolitique et économique majeur à régler au regard de la demande de ces filières. L'exploitation forestière, par ailleurs, elle entraîne aussi des problèmes, on va dire, moins de conversion évidemment, mais de dégradation. Sur le bassin du Congo, ça a été le problème longtemps. Alors maintenant, le bassin du Congo, il commence à être attaqué par le palmier à huile, donc on va peut-être passer à de la conversion. Enfin, jusqu'à maintenant, on était plutôt dans la dégradation, en dehors des systèmes miniers, etc. Alors alors que le principe de développement durable et de gestion durable des forêts a quand même été déployé depuis 25 ans, on a si peu d'effets. Alors, il faut d'abord revenir un peu au paradigme de la logique de la gestion durable des forêts. Elle s'inscrit profondément dans la logique du développement durable et donc profondément dans l'idée qu'on pourrait réussir à trouver une convergence entre les trois piliers économiques, sociaux et environnementaux et qu'on arriverait à des approches consensuelles qui permettraient de travailler ces équilibres. Le deuxième point fondamental est qu'en fait, l'environnement, il faut l'intégrer dans les processus économiques, il faut l'intégrer dans les échanges, et en particulier dans les échanges marchands, et enfin, qu'il faut plutôt transférer les responsabilités, ne plus avoir des gestionnaires qui seraient l'État, ont moins de réglementation et beaucoup plus d'approches volontaires moins contraignantes. Du coup, on est un peu typique dans l'idée qu'on on va internaliser les externalités, on va sortir de logique où on est dans des systèmes où on est dans le domaine socio-économique pour aller vraiment dans une logique de développement durable qui serait, vous connaissez tous ça, absolument la solution la meilleure pour résoudre les problèmes. Alors, qu'est-ce que ça a donné en termes de dispositifs concrets ? Ça veut dire qu'on a développé beaucoup d'approches multi-acteurs en termes managériales, avec des processus de management participatif et d'approche intégrée. On a développé beaucoup d'outils économiques, beaucoup d'économistes travaillent depuis 20 ans sur ces outils, pour favoriser les échanges et les contrats entre acteurs, en donnant des prix aux ressources ou aux services, et puis surtout intégrer l'environnement dans les politiques sectorielles. Alors si on fait une analyse de cette traduction
pour la gestion durable des forêts. En fait, le concept qui peut paraître complètement polysémique est assez limité en termes de traduction de dispositifs de gestion concrets. En fait, on a 3 gros pôles pour les contextes des forêts tropicales qui ont été mis en œuvre, financés par les bailleurs, développés par la recherche. C'est l'amélioration de l'exploitation forestière, la valorisation du stockage du carbone et accroître l'implication des populations locales. Bien sûr, on peut hybrider ces 3 types, mais c'est les 3 gros types. Donc, beaucoup de dispositifs d'amélioration de l'aménagement forestier, avec y compris l'aménagement à la française, beaucoup d'investissements sur la certification et les labels, en espérant que le consommateur puisse aider à produire une amélioration et une demande de forêt mieux gérée. Dévalorisation du stockage de carbone, et là on est passé par plusieurs expérimentations avec le MDP forestier, avec la RED, qui est probablement le dispositif qui s'est le plus déployé depuis 10 ans, et sur l'accroissement de l'implication des populations selon les pays, comprennent l'Asie, l'Amérique latine, etc. On a plusieurs formats assez complexes de Joint Forest Management, de gestion communautaire, avec une formalisation organisationnelle de la façon dont on peut faire ça. Ces différents dispositifs s'accompagnent aussi d'une demande donc de diminution de l'État, qui est appelé à jouer un rôle plus d'encadrement juridique que d'entité gestionnaire, avec un transfert de la gestion de l'État vers les privés ou vers les communautés locales. Et tout ça, il faut quand même le savoir, a été accompagné d'énormément d'activités législatives et réglementaires. On n'a pas fait moins de réglementation en mettant ça en place, parce qu'il a fallu réglementer pour que ces nouveaux dispositifs puissent émerger, puissent être mis en œuvre dans les pays, et qu'on puisse aussi délimiter le domaine de la gestion publique. Donc c'est pas parce qu'on est sur des approches marché qu'on fait pas de la réglementation derrière. Alors, ce qui est intéressant, si on revient à la place de la biodiversité dans la gestion durable des forêts, on voit qu'en fait, il y a une évolution des préoccupations environnementales dans la littérature scientifique de la gestion durable des forêts, qui fait que si la déforestation a été le point majeur au départ de justification de ce déploiement, la biodiversité apparaît essentiellement autour des années 2000, plus tardivement dans la littérature d'ailleurs francophone que anglo-saxonne, mais c'est le changement climatique qui prend vraiment du poids très très lourd dans les enjeux de performance environnementale des dispositifs de gestion durable des forêts. Donc, ce qui est important à dire, c'est que la gestion durable des forêts, elle n'est pas centrée sur l'expression des performances environnementales qu'elle va déployer. Donc, elle a peu à dire et peu à montrer en termes de performance de ses effets sur la biodiversité. Et c'est d'ailleurs très peu évalué. En fait, elle fait confiance aux dispositifs de développement durable qu'elle a mis en place et à une certaine intégration qui se ferait automatiquement si ils sont bien réguliers, bien mis en place, etc. À partir du moment où on les met en œuvre intelligemment, ça devrait marcher. Du coup, si on reprend ces différents dispositifs, si on prend par exemple l'idée de l'exploitation forestière durable et de l'exploitation forestière à faible impact, l'idée fondamentale, vous le savez tous, c'est que la valorisation économique de la forêt, en fait surtout du bois quand même, assure le maintien à long terme de la forêt. En fait, en gros, l'idée, c'est qu'en préservant le couvert forestier, on préserve aussi la biodiversité, les services environnementaux, tout en soutenant quand même, bien sûr, des activités socio-économiques fondamentales. En fait, la biodiversité, du coup, est peu suivie. Si on fait une analyse systématique des données de biodiv, elles sont surtout centrées sur la ressource arborée exploitée, et en zone tropicale, on a néanmoins une difficulté majeure à assurer des seuils de prélèvement durable des essences qui sont commercialisées. On a quelques rares données sur les études des produits forestiers non ligneux et leurs éléments de biodiv, mais c'est assez faible, et on a des très rares études sur la faune, et on n'a pas du tout d'analyse systématique faune-habitat. Les travaux montrent aussi qu'on a quand même néanmoins, même avec une exploitation forestière durable, une modification des équilibres écologiques et de la biodiversité en forêt exploitée, même dans des situations de gestion contrôlée. Sur les dispositifs de gestion participative, là aussi, on fait des hypothèses managériales très fortes qui disent en fait, le savoir-faire des populations permettront l'intégration de cette dimension biodive. Parce que si on transfère
à ceux qui savent et qui connaissent leur milieu, ils intégreront les données biodives avec les autres données. Or, quand on fait les études qui donnent des diversités situations locales énormes, on a fait aussi beaucoup, il y a des thèses, etc., des monographies très précises sur ces dispositifs, on a des situations locales qui sont peu généralisables, et on a quand même souvent des logiques socio-économiques qui priment, et dans les logiques socio-économiques, l'aspect biodive est peu présent. On va avoir et derrière en plus des projets qui vont peut-être plutôt pousser à faire de la biodive en faisant du miel, etc., etc. Donc sur des phases quand même très très à côté de ce qu'on pourrait attendre. Sur la valorisation du stockage de carbone, là on va dire que c'est le poids lourd quand même de ce qui a été mis, mais qui en termes de territoire sont quand même très peu nombreux, hein. Et les principes de performance là sont réels, ce sont des performances carbone. Et là aussi, c'est considéré comme une thématique chapeau. On va favoriser la biodiversité, d'autant qu'en plus, on tend à avoir aujourd'hui des doubles certifications, VSC pour carbone et CCBA pour biodive. Donc là, l'idée, c'est bien que le différentiel de forêts qui ne seront pas déforestées va donner une performance carbone dont les moyens peuvent être utilisés pour appuyer des alternatives et, entre autres, améliorer les éléments éventuellement de conservation des milieux et de la biodive. En fait, dans la réalité de la mise en œuvre de ces dispositifs, je n'ai pas le temps de vous les présenter, mais on a fait des cas, y compris sur les terres indigènes, en Amazonie, etc. On a un poids très très lourd de l'instrumentation managériale. Il faut une quantité d'experts pour faire le scénario base, pour permettre, y compris quand la demande vient des populations locales, à s'approprier cet outil, qui fait on impose des contraintes qui sont très mal adaptées aux situations locales pour lesquelles on veut mettre en place ces projets. Et en plus, s'assurer que le montant des rémunérations vont vraiment permettre les changements de comportement qui sont anticipés, les alternatives qui pourraient être proposées, ou le maintien d'un certain nombre d'activités de protection pour lesquelles les protections biodives sont assez faibles et quand même excessivement difficiles à mettre en œuvre. Donc au final, ce que je voudrais souligner, et ce pour lequel j'aimerais qu'on déploie un peu aussi une discussion, c'est on a cet énorme décalage, en fait, entre une vision d'un paradigme et d'une façon de régler la question qui passerait donc par des éléments et des dispositifs concrets qui devraient être efficaces et qui sont beaucoup d'actions sur le secteur forestier, sur l'exploitation forestière durable, mais avec une intégration de la biodiversité très limitée. On continue à avoir une demande de produire du bois à un moindre coût. C'est quand même ça qui reste une idée prioritaire. Et il faut quand même voir que dans le contexte de déforestation dans lequel on est, en particulier tropical, on se pose aussi la question de savoir l'équilibre entre l'investissement sur le secteur forestier comme secteur de réponse et la question du secteur agricole qui est quand même le plus impactant. Comment on travaille cet équilibre intersectoriel ? En plus, on a très peu de dispositifs prioritaires sur conservation. Vous avez bien vu, c'est même assez tendu entre le secteur de la conservation et la GDF. Les aires protégées, ça a plutôt mauvaise presse, ça mettrait les gens sous coupe, etc., etc. Sur la mobilisation du crédit carbone, comme je le dis, c'est beaucoup d'expertise, beaucoup de mobilisation d'experts, mais peu de résultats environnementaux et de toute façon peu de résultats de ces dispositifs. Sur l'ensemble de leur performance, hein, même sur la performance carbone. Et enfin, sur les dispositifs multi-acteurs, il faut quand même souligner que même quand les acteurs décident d'être actifs dans ces processus, il y a peu d'actions biodives et en plus, il y a très vite une perte de contrôle de la dimension gestionnaire et de la mobilisation des fonds et des systèmes financiers dans lesquels ces populations sont engagées. Voilà.